Il y a quelque chose d'étrange dans notre rapport au progrès. On veut tous avancer, mais personne ne tient vraiment sur la durée. On lance des projets avec énergie, on s'engage à fond pendant quelques semaines, parfois quelques mois, et puis ça s'effondre. Pas brutalement, juste une lente érosion de la motivation jusqu'à l'abandon complet. On se dit qu'on manque de discipline, qu'on n'est pas assez fort, mais ce n'est pas ça. Le problème est ailleurs. Il est dans notre obsession pour la vitesse. Croissance rapide, résultats immédiats, transformation express. Partout, on nous vend l'idée qu'il faut aller vite pour réussir, que celui qui progresse lentement est en retard, qu'il rate quelque chose. Et pendant ce temps, on accumule les échecs. On change de direction tous les 6 mois. On abandonne dès qu'on ne voit pas de résultats visibles. On confond mouvement et progression. Maintenant, regardons ailleurs. Au Japon, il existe des entreprises qui ont plus de 300 ans. Pas des multinationales qui ont conquis le monde en une décennie, des petites structures familiales, un atelier de forge, une boutique de papier washi, une maison de thé. Elles font la même chose depuis des générations. Elles n'ont pas explosé, elles n'ont pas révolutionné leur marché. Elles ont juste progressé, lentement, constamment, sans jamais s'arrêter. Et elles sont toujours là. Pendant que des milliers de start-up occidentales naissent et meurent en 3 ans, ces entreprises continuent, imperturbables. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une question de chance ou de contexte économique. C'est une logique différente. Une logique qui valorise la lenteur, pas comme un défaut, mais comme une stratégie supérieure. Une logique où progresser vite est suspect, où prendre son temps est une marque de sérieux. Il y a cette histoire, peut-être que tu la connais. Un apprenti sushi qui arrive dans un restaurant au Japon. Il a 20 ans. Il rêve de devenir maître, de créer des pièces extraordinaires, d'être reconnu. Le premier jour, on ne lui donne pas de couteau. On ne lui apprend pas à découper le poisson. On lui demande de cuire du riz. Juste ça, cuire du riz. Encore et encore, tous les jours, pendant des mois, puis des années. 5 ans. 5 ans à cuire du riz avant d'avoir le droit de toucher un couteau. Pour nous, c'est absurde, c'est une perte de temps. Pourquoi ne pas apprendre tout en même temps? Pourquoi ne pas accélérer le processus? Mais pour le maître, c'est évident. Celui qui ne maîtrise pas parfaitement la cuisson du riz ne peut pas comprendre le sushi. Ce n'est pas une étape préliminaire, c'est la fondation de tout le reste. Et sans cette fondation, tout ce qui vient après s'effondre. Alors voilà la question qui dérange. Et si la lenteur n'était pas un défaut, mais exactement ce qui manque à tout ce qu'on entreprend? Et si notre incapacité à tenir sur la durée venait précisément de notre obsession pour la vitesse? Et si on avait tout inversé? Parce qu'on ressent tous ce truc bizarre, cette impression d'être constamment en retard, de ne jamais avancer assez vite, de voir les autres progresser pendant qu'on stagne. Mais ce n'est pas la réalité. C'est juste ce qu'on voit, ce qu'on nous montre. Et ça change tout. On vit dans un monde qui ne montre que les victoires instantanées. Les réseaux sociaux, les algorithmes, tout est conçu pour mettre en avant les résultats spectaculaires. Quelqu'un lance un projet et 3 mois plus tard, il affiche des chiffres impressionnants. Quelqu'un change de vie du jour au lendemain. Quelqu'un apprend une compétence en quelques semaines et devient expert. On voit ça partout. Et inconsciemment, on se dit que c'est la norme, que c'est comme ça que ça doit se passer. Mais ce qu'on ne voit jamais, ce sont les 10 ans avant. Les milliers d'heures investies dans l'ombre, les échecs répétés, les ajustements constants. Tout ce qui a rendu cette victoire possible. Ça, c'est invisible. Parce que c'est long, c'est ennuyeux, ça ne se partage pas bien. Alors ça disparaît. Et on finit par croire que la réussite arrive vite ou qu'elle n'arrive pas. Cette distorsion crée une pression constante. On se lance dans quelque chose avec motivation, on y met de l'énergie, on fait des efforts. Et au bout de 3 mois, on regarde les résultats. Ils sont faibles, parfois inexistants. Alors on se décourage. On se dit qu'on n'est pas doué, qu'on a choisi la mauvaise voie, qu'il faut changer de direction. Et on abandonne. Pas parce qu'on manque de volonté, mais parce qu'on attend des résultats qui ne peuvent pas encore être là. C'est là que tout se brise. Dans ce décalage entre ce qu'on fait et ce qu'on espère voir. On confond activité et transformation. On bouge beaucoup, on essaie plein de choses, on change constamment de stratégie. Mais bouger n'est pas progresser. L'activité n'est pas la progression. On peut être très occupé et n'avancer nulle part. On peut faire beaucoup de choses sans qu'aucune ne s'ancre vraiment. Et pendant ce temps, on voit passer les formations express. Apprends cette compétence en 30 jours, transforme ta vie en 3 mois, deviens expert en 6 semaines. Ces promesses sont partout. Et elles semblent logiques. Pourquoi perdre du temps si on peut aller vite?
Pourquoi souffrir pendant des années si on peut obtenir le même résultat en quelques semaines? Mais voilà le problème. Ces formations ne changent rien à long terme. Elles donnent l'illusion de progresser. On apprend des techniques, on découvre des concepts, on se sent différent pendant quelques jours. Et puis la vie reprend. Les vieilles habitudes reviennent. Rien n'a vraiment changé. Parce que la transformation réelle ne se fait pas en surface. Elle se fait en profondeur. Et ça prend du temps. Beaucoup de temps. Ce n'est pas un problème de volonté, ce n'est pas un défaut personnel. C'est un système mental qu'on a importé sans s'en rendre compte. Un système qui valorise la vitesse, qui punit la lenteur, qui récompense le mouvement constant. Et ce système ne fonctionne pas. Il produit de l'épuisement, de l'abandon, de la frustration. Mais on continue à y croire, parce qu'on ne connaît pas l'alternative. L'alternative existe, elle vient de loin, d'une culture qui a construit sa logique sur des bases complètement différentes. Une culture où la lenteur n'est pas une faiblesse, où progresser imperceptiblement est une force, où le temps n'est pas un coût, mais l'ingrédient actif de toute transformation. Au Japon, il y a un mot pour ça, Kaizen, amélioration continue. Mais ce n'est pas ce qu'on croit. Ce n'est pas une méthode de productivité. Ce n'est pas un hack pour optimiser son quotidien. C'est une philosophie complète sur la nature du progrès. Une philosophie qui dit qu'on ne progresse pas par grands bonds, on progresse par micro-ajustements quotidiens. Des ajustements si petits qu'ils sont presque invisibles. Mais répétés sur des années, ils créent une transformation radicale. Cette logique vient de l'artisanat japonais. Dans la poterie, la forge, la calligraphie, la maîtrise prend une vie entière. Ce n'est pas une exagération. Les maîtres artisans passent 50, 60, 70 ans à perfectionner leur art. Et même à 80 ans, ils disent encore qu'ils commencent à comprendre. Parce que pour eux, la maîtrise n'est pas une destination. C'est un chemin sans fin. Un chemin où chaque jour apporte une compréhension légèrement plus profonde, une nuance supplémentaire, un geste légèrement plus précis. Dans cette vision, il n'y a pas de révolution. Il n'y a pas de moment où tout bascule. Il y a juste une évolution imperceptible, constante, qui ne s'arrête jamais. C'est l'opposé total de notre logique occidentale. Nous, on aime les révolutions, les grands changements, les transformations brutales. On démonte tout pour tout reconstruire. On cherche le moment décisif qui va tout changer. Mais cette approche est fragile. Elle crée des pics et des effondrements. On monte très haut, très vite, et on redescend tout aussi vite. Parce qu'on n'a pas construit de fondation solide. On a empilé des résultats sans créer de structure. Et au moindre choc, tout s'effondre. La logique japonaise est différente. Elle construit lentement, pierre par pierre. Chaque pierre est posée avec soin. Chaque ajustement est testé, affiné, intégré. Rien n'est précipité. Et le résultat est une structure incroyablement solide, qui peut tenir des décennies, des siècles même. Cette logique s'incarne dans un principe d'apprentissage. Shu, Ha, Ri. 3 étapes. Shu, c'est l'obéissance. Pendant des années, on suit les règles à la lettre. On ne questionne pas, on ne cherche pas à innover. On répète exactement ce que le maître fait, encore et encore, jusqu'à ce que ce soit parfaitement intégré. Ha, c'est la rupture. Une fois qu'on maîtrise les règles, on commence à les dépasser, à comprendre pourquoi elles existent, à voir où elles peuvent être modifiées. Ri, c'est la transcendance. On n'a plus besoin des règles, on est devenu le principe lui-même. Mais pour arriver à Ri, il faut passer des années dans Shu, des années à obéir sans comprendre, des années où ça semble inutile, répétitif, frustrant. Et c'est là que tout se joue, parce que la plupart des gens abandonnent avant d'atteindre Ha. Ils trouvent ça trop lent, ils veulent sauter des étapes, ils veulent comprendre tout de suite pourquoi ils font ce qu'ils font. Mais Shu est essentiel. C'est dans cette phase qu'on construit les autoroutes neuronales, qu'on ancre les gestes, qu'on intègre les principes sans même y penser. Et sans ça, tout ce qui vient après est bancal. Regarde Toyota, une des entreprises les plus performantes au monde. Leur secret n'est pas une révolution technologique, c'est Kaizen. Ils perfectionnent leur processus pendant 20 ans, pas 20 mois, 20 ans. Ils font des ajustements minuscules, constants, quotidiens. Ils ne changent pas de cap tous les 6 mois, ils gardent la même direction pendant des décennies. Et petit à petit, ils deviennent imbattables. Parce qu'ils ont compris quelque chose de fondamental. Le temps n'est pas un coût,
C'est l'ingrédient actif de la transformation. On ne peut pas accélérer la maîtrise. On peut accélérer l'apprentissage superficiel, mais pas l'intégration profonde. Ça demande du temps, beaucoup de temps. Et aucun raccourci ne peut contourner cette réalité. Alors la lenteur n'est pas subie, elle est choisie, stratégiquement. Parce qu'ils savent que c'est le seul chemin vers une transformation durable. Et c'est exactement ce qui manque dans notre approche moderne. On ne choisit jamais consciemment d'aller lentement. On subit la lenteur quand elle arrive. On la vit comme un échec, comme une preuve qu'on n'avance pas assez vite. Mais si on inversait ça, si on choisissait délibérément la lenteur, si on se disait qu'on va progresser imperceptiblement pendant 2 ans et que c'est exactement ce qu'on veut faire, tout change, parce qu'on n'attend plus de résultats rapides. On n'est plus déçu quand rien ne semble bouger. On sait que c'est normal, que c'est le processus, que la transformation est en cours, même si elle est invisible. Et c'est là qu'on comprend pourquoi ça fonctionne vraiment, pas juste philosophiquement, mécaniquement. Le cerveau ne fonctionne pas par révolution, il fonctionne par répétition. Chaque fois qu'on répète un geste, une pensée, une action, on renforce une connexion neuronale. Au début, cette connexion est faible. Il faut faire un effort conscient pour activer ce chemin. Mais plus on le répète, plus il devient fort, plus il devient automatique, jusqu'au moment où on n'a plus besoin d'y penser. C'est devenu une autoroute. Les petits gestes répétés créent des autoroutes neuronales durables. Les gros efforts sporadiques créent des chemins temporaires qui s'effacent dès qu'on arrête. C'est pour ça que les résolutions de janvier ne fonctionnent jamais. On fait un effort énorme pendant 2 semaines, on change tout d'un coup, et le cerveau n'a pas le temps d'intégrer. Dès que l'effort diminue, tout revient à la normale. Parce qu'on n'a pas créé d'autoroute, on a juste forcé un passage temporaire. Maintenant, imagine quelqu'un qui améliore quelque chose d'1% chaque jour. 1%, c'est imperceptible. Le premier jour, rien ne change. La première semaine, rien ne change. Le premier mois, presque rien. Mais au bout d'1 an, cette personne n'est pas 1% meilleure. Elle est 37 fois meilleure. Pas 37%, 37 fois. C'est exponentiel. Mais l'exponentiel est invisible au début. Il devient visible seulement après un certain seuil de temps. C'est exactement ce qui se passe avec la progression lente. Les résultats ne sont pas linéaires, ils sont exponentiels. Mais l'exponentiel demande de la patience. Il demande de croire en quelque chose qu'on ne voit pas encore. Et c'est précisément ce qu'on ne sait plus faire. Regarde la différence. Quelqu'un décide de courir 10 km. Il y va à fond, il se donne tout. Il termine épuisé, fier, vidé. Le lendemain, il ne peut plus bouger. Il attend 1 semaine. Il recommence. Même chose. Effort intense, épuisement, pause. Et au bout de 3 mois, il abandonne. Parce que c'est trop dur. Parce que ça ne devient jamais plus facile. Maintenant, quelqu'un d'autre décide de marcher 15 minutes chaque jour. Pas impressionnant, pas intense. Juste 15 minutes. Tous les jours. Sans exception. Les 3 premiers mois, rien ne se passe. Physiquement, il ne change presque pas. Mais quelque chose d'autre se construit. Une habitude, un automatisme, une identité. Au bout de 6 mois, cette personne ne se demande plus si elle va marcher. Elle marche. C'est devenu qui elle est. Et cette personne tiendra pendant des années, parce qu'elle n'a jamais créé de pic d'effort suivi d'effondrement. Elle a créé une ligne constante, une ligne qui ne s'arrête jamais. C'est ça la vraie différence. La progression rapide crée des pics et des effondrements. La progression lente crée une ligne constante. Et sur le long terme, la ligne constante gagne toujours. Toujours. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, quelque chose qui change complètement la nature de ce qu'on construit. C'est la différence entre compétence superficielle et maîtrise intégrée. On peut apprendre à faire quelque chose très vite, on peut apprendre une technique, un geste, un processus. En quelques heures, on sait comment faire. Mais savoir-faire n'est pas maîtrisé, pas du tout. La maîtrise, c'est comprendre pourquoi ça fonctionne. C'est sentir les nuances, c'est anticiper les problèmes avant qu'ils n'arrivent. C'est ajuster naturellement sans réfléchir. Et ça ne s'apprend pas vite. Ça se construit lentement, par une répétition consciente qui devient inconsciente. Au Japon, quand un apprenti apprend un geste, il ne le fait pas 100 fois, il le fait 1000 fois. Pas pour devenir plus rapide, pour comprendre ce geste de l'intérieur,
pour sentir chaque micro-variation, pour savoir exactement ce qui se passe à chaque instant. Au bout de 1000 répétitions, il ne fait plus juste le geste, il est le geste. C'est devenu une extension de lui-même. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'une fois qu'on a atteint ce niveau d'intégration, on peut improviser, on peut créer, on peut dépasser. Mais tant qu'on n'a pas atteint ce niveau, on copie juste, on reproduit, on fait semblant de maîtriser. C'est pour ça que dans la logique japonaise, on passe au geste suivant seulement quand le geste actuel est parfaitement maîtrisé, pas quand on sait le faire, quand on le maîtrise. Et ça change tout. Parce qu'au lieu d'accumuler 50 compétences superficielles, on construit 5 maîtrises profondes. Et ces 5 maîtrises ont infiniment plus de valeur que 50 compétences. On vit dans une culture de l'accumulation horizontale. On apprend plein de choses, on touche à tout, on diversifie. On se dit qu'il faut savoir un peu de tout pour rester compétitif. Mais ça crée une fragilité énorme, parce qu'on est vraiment bon dans rien. On est juste moyen partout. Et moyen partout, c'est remplaçable. L'approfondissement vertical, c'est l'inverse. On choisit une chose, une seule. Et on va tellement profond qu'on devient irremplaçable. Pas parce qu'on en sait plus que les autres, mais parce qu'on comprend quelque chose que les autres ne peuvent pas comprendre sans passer par le même chemin. Et ce chemin, personne ne veut le prendre, parce qu'il est trop long, trop lent, trop invisible. Et c'est exactement ce qui crée l'avantage. Celui qui va vite, c'est faire. Celui qui va lentement comprend pourquoi. Et comprendre pourquoi, c'est avoir la structure, c'est pouvoir s'adapter, c'est pouvoir créer, c'est pouvoir enseigner. La vitesse donne des résultats, la lenteur donne une structure, et la structure survit à tout. Il y a autre chose qui change quand on adopte cette logique, le rapport à l'échec. Dans notre culture, l'échec est un problème. C'est quelque chose qu'il faut corriger rapidement. On échoue, on analyse, on ajuste, on repart. Et si on échoue trop souvent, on abandonne. Parce que l'échec est la preuve qu'on n'est pas sur la bonne voie. Mais dans la logique lente, l'échec n'existe pas. Il n'y a que du feedback. Chaque erreur est une information. Chaque imperfection révèle quelque chose. Et au lieu de corriger rapidement pour passer à autre chose, on intègre, on vit avec l'erreur, on la comprend, on la laisse transformer notre compréhension. C'est le principe du wabi-sabi, l'acceptation de l'imperfection comme étape nécessaire. Une poterie fissurée n'est pas ratée, elle est en train de devenir ce qu'elle doit être. Et le potier qui accepte la fissure, qui la comprend, qui l'intègre dans son processus, devient meilleur que celui qui cherche juste à l'éviter. Il y a des potiers japonais qui refont le même bol 300 fois, pas parce qu'ils sont lents, mais parce qu'ils veulent comprendre l'argile, comprendre comment elle réagit à la chaleur, à l'eau, à la pression. Et chaque bol raté leur apprend quelque chose. Chaque bol raté est une conversation avec la matière. Et au bout de 300 bols, ils ne maîtrisent pas juste la technique, ils maîtrisent la matière elle-même. C'est ça, le